Bienvenue à toutes et à tous. Le droit manie souvent de l'argent. La pudeur des juristes préfère les nommer questions pécuniaires, du latin pecunia, qui en dernier ressort signifie bétail. Le lexique juridique, technique et austère, entre autres l'effet de maintenir un peu à distance la réalité et ainsi d'éloigner les conflits. Et c'est sur cette subtile crête qui sépare discours juridique et événements réels que je souhaite vous accompagner durant la prochaine heure. Affaire d'argent donc, mais pas seulement. Les juristes et les empereurs romains se réfèrent à des faits économiques de tout genre, forme de travail, production, commerce, services. Par conséquent, si les sources juridiques pouvaient être utilisées comme documents pour une histoire économique de l'Antiquité, ce serait une contribution majeure à nos connaissances. Et pourtant, la question de la valeur documentaire que l'on peut attribuer à ces sources se pose ici avec une intensité toute particulière. Peut-on vraiment les considérer des témoins fidèles de la réalité? Nous venons de le remarquer. Il y a un décalage permanent, structurel, entre discours juridique et réalité. Pour le dire autrement, les textes juridiques, par leur nature même, ne s'adressent pas tant à l'être qu'au devoir être. Alors, comment les utiliser pour décrire ce qui est, notamment ce qui était le quotidien économique de la Rome antique? La valeur documentaire des textes juridiques exige bien sûr une évaluation au cas par cas. Néanmoins, certaines coordonnées générales peuvent être tracées. Il faut d'abord distinguer entre les livres des juristes et les constitutions impériales. Les constitutions, surtout si elles répondent à des pétitions, c'est-à-dire si elles sont émises à la suite d'une demande adressée au prince par un particulier ou un magistrat ou communauté, se réfèrent normalement à des événements, à des situations réelles. Donc, dans le cas des constitutions impériales, on pourrait s'imaginer une certaine valeur du commentaire. Mais ce qui en a amoindri l'intérêt, c'est que les constitutions impériales ne donnent souvent de ces situations sur lesquelles elles interviennent qu'une description stylisée, squelettique. L'empereur, occultant les détails, nous fait comprendre que ces décisions sont égales pour tous. Le cas des œuvres des juristes est encore plus délicat. Bien sûr, il y a dans le digeste des passages fulgurants où un juriste nous ouvre une porte sur la conscience économique antique, comme par exemple lorsque Gaius affirme « Nous savons, dit-il, comment les prix des marchandises sont variés dans chaque ville et chaque région de l'Empire, surtout le prix du vin, de l'huile et du blé. » Il s'agit d'un texte de la plus grande importance et nous y reviendrons dans une prochaine séance. Mais il est aussi une perle rare. La plupart des passages des juristes ne contiennent pas des propos aussi généraux, mais portent sur des cas d'espèce. La question que nous aborderons aujourd'hui est donc quelle valeur faut-il accorder à ces cas d'espèce pour une histoire de l'économie antique? Nous mesurerons la qualité de l'information par le biais d'un exemple. Je m'arrêterai sur une réponse de Paul recueillie par ce juriste majeur, dans un ouvrage publié sous le principat d'Alexandre Sévère, donc vers 230 après Jésus-Christ. J'ai choisi de vous le présenter justement en raison de son apparente richesse de détails, une richesse qui nous laisserait espérer qu'il s'agisse d'un document de poids pour l'histoire économique, mais qui, en fin de compte, nous montrera toutes ses limites. C'est, pour tout vous dire, un exemple qui devrait servir d'admonition
pour ceux qui pensent pouvoir utiliser trop vite les textes des juristes pour faire de l'histoire économique, sociale, sans se soucier d'en comprendre la nature. Lisons-le ensemble. Si mes filles Maevia et Negidia sont mes héritières, ma fille Maevia prendra sur la masse de ma succession et par préciput tel et tel fonds avec les cabanes qui y sont et les gardiens de tous ces fonds et avec eux toutes les terres intermédiaires que j'ai achetées. Vous avez compris qu'il s'agit d'un testament. Que j'ai achetées ou acquises à quelque autre titre que ce soit pour les réunir à l'un ou à l'autre de ces fonds et encore tous les esclaves, troupeaux, bêtes de somme et tous les autres effets qui seront lors de ma mort dans ce fonds ou dans quelques-uns d'entre eux, et dans le meilleur état que ces fonds se trouveront et tels que je les aurai possédés au jour de ma mort, enfin, pour le dire de façon plus complète, tels que ces fonds existent dans leur périmètre. Expression assez étrange sur laquelle on va revenir. Alors, donc, il s'agit d'un testament. Le juriste a recopié dans son œuvre ce passage d'un testament. Et ce passage représente, du point de vue juridique, un legs que le testateur dispose à la faveur de l'une des deux cohéritières qui sont ses filles, et la légataire s'appelle Maevia. Dans un des fonds, maintenant c'est Paul, c'est le juriste qui fait son commentaire, dans un des fonds qui faisait partie du prélègue, il y a une salle d'archives où on a trouvé les titres d'acquisition de plusieurs esclaves, mais également des actes concernant plusieurs fonds et différents contrats, et encore des attestations de la part des débiteurs. On demande si ces titres seront communs aux deux héritières. J'ai répondu que, si l'on s'en tient aux faits tels qu'ils ont été exposés, les documents concernant le contrat d'achat et les obligations des débiteurs qui sont restés dans le fonds prélégué ne font pas partie du prélègue. Donc un texte avec une tripartition classique, il y a le cas d'espèce, dans ce cas c'est le testament, après il y a la question, le problème qui se pose par rapport à ces cas d'espèce, ensuite vient la réponse du juriste. C'est une structure qu'on rencontre souvent. Alors, ce texte, dans sa première partie notamment, nous présente, pour ainsi dire, la coupe transversale d'une exploitation agricole. Les noyaux en est constitué par des parcelles de terrain au nombre de 2 ou plus, et que l'on imagine séparées, on ne sait pas à quelle distance, autour desquelles s'agrègent progressivement d'autres parcelles avec une dynamique d'expansion latifondière. Ces fonds sont pourvus de cabanes et de personnel, de bétail, d'outillage, de tout ce qui est nécessaire au fonctionnement. Nous accompagnons le texte par la description visuelle d'une exploitation agricole qui nous est offerte par cette très belle mosaïque découverte en 1891 sur les bords du Rhône, à Saint-Romain, à Galles, près de Vienne. Elle ornait le sol d'une pièce de réception d'une villa romaine. À l'origine, elle mesurait presque 9 mètres pour 4 mètres. Il s'est composé d'une quarantaine de 40 tableaux. Il en reste 27 exposés au musée de Saint-Germain-en-Laye.
Ces tableaux décrivent des activités agricoles saisonnières ou des fêtes religieuses. Ici, en rapport avec l'automne, il s'agit du labour de la semaille. Deux figures, sans doute des esclaves, avec des bœufs, comme il y en avait dans le patrimoine de notre testateur. Revenons donc au testament. Après la mort du testateur, on passe à l'établissement de l'état des lieux. Donc, il faut insérer ce texte dans une dynamique de réception, dans une pragmatique. Donc, après l'ouverture du testament, on se rend sur les lieux et on dresse un inventaire. Alors, outre le bien nommément indiqué dans le testament, il s'avère qu'il existe aussi une pièce où sont archivés les documents relatifs à l'acquisition de terres, non seulement des fonds, donc les documents qui attestent la propriété des fonds eux-mêmes, mais qui concernent aussi d'autres fonds. Et ces documents attestent aussi l'acquisition, titre propriété d'esclaves, des contrats divers, et surtout, il s'agit de documents attestant des droits de créance. Il s'agit d'archives dont la variété rappelle celle des tablettes mises au jour à Pompéi Herculanum. Cette fresque pompéienne représente une boîte à rouleaux et aussi deux tablettes et aussi en sac peut-être de l'argent, parce qu'il y a ce lien entre l'écriture et la comptabilité et l'argent. Peut-être il s'agit, le contenu de ce sac est différent. Donc, il faut s'imaginer cette archive, cette variété de documents qu'on a retrouvés dans cette pièce signifie qu'en plus de son activité agricole, le défunt exerçait également une activité financière. Avons-nous donc ici, dans ce passage de Paul, un document utile pour l'histoire économique de la Rome antique? C'est notre question. Avant de s'interroger sur sa valeur documentaire, il convient d'examiner rapidement le problème juridique sous-jacent. Le problème découle de la définition large que le testateur avait donnée de l'objet du legs, indiqué dans le testament au moyen d'une définition d'abord extensionnelle, c'est-à-dire énumérant les différents biens un par un, puis une définition intentionnelle qui utilise la formule que l'on ne trouve qu'ici dans toute la latinité, ita uti cluduntur, qui est probablement destinée à exprimer visuellement l'ensemble tel qu'il existe dans les limites, les bornes des fonds. La question qui se pose est de savoir si les tablettes contenues dans les archives appartiennent également à la cohéritière prélégataire Maevia, au même titre que les fonds et tout le reste qui avait été indiqué nommément par le testateur. Autrement dit, son père a-t-il voulu inclure ou pas les archives dans son legs à Maevia? La réponse n'est pas anodine. Si l'on décidait d'attribuer tous ces documents à Maevia et à elle seule, cela impliquerait que Maevia devienne également titulaire exclusive des droits documentés par les tablettes, c'est-à-dire des esclaves qui sont nommés des fonds des créances. Un principe constant d'interprétation veut en effet que celui qui est légataire du document est également titulaire du droit dont le document constitue l'attestation. La réponse de Paul à la question « est-ce que l'archive était ou pas inclus dans le legs ?» est lapidaire. Le juriste exclut que, si l'on s'en tient aux faits tels qu'ils ont été exposés, c'est la prudence du juriste qui s'exprime par ça, il exclut que ce soit la volonté du testateur d'inclure les archives
et les droits relatifs dans le legs de fonds et de leur outillage. Les documents seraient donc la propriété commune des deux cohéritières, non de la seule Maevia. La motivation en est absente, mais il s'agit probablement de la même motivation que Paul avait adoptée ailleurs dans un cas analogue, lui aussi contenu dans le digeste de Justinien, à savoir qu'en ayant expressément spécifié les choses qui étaient incluses dans le legs, le testateur a voulu exclure celles qui n'étaient pas exprimées. Donc vous voyez la réponse en bas. Les biens qui doivent rentrer dans les legs ont été indiqués nommément. Donc, ce qui a été nommé y rentre et ça exclut ceux qui n'étaient pas nommés. Nous pouvons donc revenir, après avoir examiné le problème juridique en tant que tel, nous pouvons revenir à notre question. Ce passage de Paul peut-il être considéré comme un morceau d'histoire économique romaine? La qualité de l'information souffre de plusieurs limites. La première est que nous ne savons pas s'il s'agit d'un cas réel ou d'un cas inventé par Paul, comme les noms de Maevia et Negidia pourraient le suggérer. Il s'agit en effet de noms d'emprunt que les juristes souvent emploient de façon fictive dans leurs livres. Notons que Negidia intègre dans sa racine le verbe nego, nier. Son nom la qualifie de celle qui joue le rôle de contradicteur, celle qui dit non. Dans ce cas, en effet, Negidia n'accepte pas que sa sœur s'approprie aussi de documents d'archives. Alors, ce doute qu'il s'agisse d'un cas fictif semble être le plus insidieux, car il détruirait toute la valeur documentaire du texte pour l'histoire économique. Et c'est pourtant le doute moins pertinent. D'abord, car on sait que la réponse à cet ouvrage de Paul, d'où ce passage est tiré, recueillait d'habitude des réponses authentiques provenant de clients dont les noms ont parfois été réduits par Paul à des noms fictifs, comme ici. Même la locution « si l'on se tient aux faits tels qu'ils ont été exposés » va dans le sens d'un cas soumis par un client. On peut s'imaginer que c'était justement Negidia qui cherchait à s'opposer. Ce qui nous donne une garantie du réalisme de cette situation, c'est surtout le montage des éléments. Même s'il s'agissait d'un cas d'espèce seulement fictif, ce qui est déjà peu probable, Paul, en ensemblant tous ces éléments d'une exploitation agricole, les considère bien évidemment plausibles, représentatifs de ce qui aurait pu se passer en pratique à son époque, c'est-à-dire à l'époque de Sévère Alexandre. On peut de lors accueillir ce texte comme une description crédible d'un ensemble de biens d'un père de famille dans le premier tiers du IIIe siècle après Jésus-Christ. Mais, cela dit, quelle information peut-on en tirer vraiment? Oui, qu'au début du XIIIe siècle de notre ère, il existait des exploitations agricoles qui s'inscrivaient dans une dynamique d'expansion foncière. Leurs propriétaires pratiquaient, en recourant aussi à la main-d'œuvre servile, des activités non seulement d'agriculture et d'élevage, mais aussi de réinvestissement financier. Mais tout ça, ce n'est pas inattendu. La situation envisagée dans ce testament s'inscrit dans le modèle classique de la villa romaine, bien connu par la littérature de Rustica et par des vestiges archéologiques, et qui, malgré des signes de changement à partir du IIe siècle, on sait par d'autres sources qu'elle était encore d'actualité justement à l'époque de Paul. Ce père de famille qui laisse son patrimoine à ses deux filles aurait pu dire ce que Pline a dit pour lui-même. Presque tout mon bien est un domaine. Je touche cependant quelques intérêts de la pratique de l'usure. Ou encore ce que dit Sénèque parlant de son ami Lucilius, tel un grand seigneur gâté des dons de la fortune, il y a un beau personnel d'esclaves, une belle maison, des terres étendues, des capitaux productifs d'intérêt. Vous voyez, c'est typiquement le même ensemble que
celui de notre testateur. En ce qui concerne le modèle de la villa et plus généralement des habitudes économiques des propriétaires terriens, le passage de Paul n'apporte donc pas d'informations qui vont au-delà de ce qui était déjà connu. Ce serait en revanche le cas s'il était possible de situer géographiquement et d'évaluer quantitativement les exploitations agricoles objets de ces legs. Mais à ce niveau, Paul est laconique. Ce que l'on peut dire, c'est qu'étant pourvu de petites habitations, les fonds de ce testateur n'étaient probablement pas équipés d'une résidence du maître, ce que l'on qualifie de villas urbaines, même si elle se trouve dans l'exploitation agricole, donc c'est la maison du propriétaire, mais on peut s'imaginer qu'elle n'existait pas dans ce cas auquel le testament se réfère, parce qu'il ne parle que de cabanes. Et notre mosaïque de Saint Romain Galles nous offre quelques impressions, bien sûr idéalisées. Et donc ce rapprochement entre images et texte juridique n'est pas fait sans intention, parce que je pense qu'il s'agit dans les deux cas de représentations dans une certaine mesure idéalisées, donc par des différents moyens, mais il s'agit toujours des schémas. Donc vous voyez ici une scène du pressurage des olives, avec un toit sur les esclaves au travail. Ici, le tressage des paniers avec une cabane au fond. Et ici, une scène plutôt de sacrifice. C'est le sacrifice au lard. Celle-ci pourrait être, dans les mosaïques, la maison, effectivement, de résidence du propriétaire. Pour revenir à Paul, la superficie des fonds n'est pas indiquée non plus dans le texte, ni le nombre d'esclaves employés ou des têtes de bétail. Nous ignorons aussi la taille du patrimoine documenté par les tablettes gardées dans les archives, même si, en utilisant le mot complures, il indique qu'elle n'était pas... il y avait un nombre conséquent. Alors, vous comprenez que c'est bien différent de ce qu'on pourrait tirer, de ce que pourrait apporter une fouille archéologique. Ici, nous voyons une villa romaine de la Val de Suse, et à gauche, vous voyez en schéma une représentation, reconstitution moderne d'une villa agricole. Car il est bien évident, l'enquête de terrain apporte des informations ponctuelles. Et ceux qui suivent le cours de mon collègue, le professeur Brun, le savent très bien, combien de données pour la reconstitution de l'économie antique l'archéologie apporte. Si par contre, dans le texte de notre juriste, ces données demeurent assez vagues, la plus grande limite pour leur utilisation pour une histoire socio-économique est qu'il n'y a aucun moyen de les localiser géographiquement. En Italie peut-être, ou dans une province, mais laquelle ? En effet, nous savons que le juriste Paul recevait des demandes des conseils de toutes les régions de l'Empire, qui lui étaient adressées par lettre. Nous ne pouvons donc pas déterminer dans quelle région de l'Empire romain étaient situés les biens de ce testateur. Enfin, d'un point de vue socio-économique, comment interpréter le fait que le testateur ait légué toute son exploitation agricole à une femme ? Parce que
la légataire Maïvia, reçoit l'entièreté de cette exploitation. Est-ce là le signe d'un rôle important des femmes en tant qu'entrepreneurs? Quand fois les conclusions sont à nuancer, il faut rappeler que ce pater familias n'avait probablement que 2 filles, donc il n'avait pas de choix. Et encore, quelle signification économique donner au fait qu'il a choisi à travers le legs de conserver la propriété des 2 exploitations agricoles entre les mains d'une seule des 2 filles? Peut-être qu'il ne voulait pas briser l'unité productive, ce qui serait un signe qu'il était conscient du principe de l'économie d'échelle. Mais peut-être aussi que tout dépend de raisons personnelles, que ce père savait que l'une de ses 2 filles était plus apte à la vie active et l'autre à la vie contemplative. En somme, il savait qu'elles étaient comme Marthe et Marie de la parabole de l'Évangile. Le texte du juriste laisse toutes les hypothèses ouvertes. C'est un peu comme cette image que nous avons déjà vue d'une femme sur le seuil de ce bâtiment dans une exploitation agricole. Est-elle la propriétaire ou c'est son mari en premier plan? Donc, vous voyez, il y a une limite dans notre documentation qu'il faut assumer. Comme je l'ai dit au début, j'ai pris comme exemple ces passages de Paul précisément parce que par rapport à la moyenne des fragments du digeste, le cas y est décrit avec un nombre inhabituellement élevé de détails. Néanmoins, après l'avoir examiné, nous rendons compte que le passage de Paul ne dit pas grand-chose qui ne soit déjà connu à la lumière du modèle de la villa. Donc, l'exposé de Paul, pour vous proposer une formule, se situe à un stade intermédiaire entre le niveau d'un modèle purement général abstrait et celui d'un fait historique déterminé. Et une conclusion se dégage, les juristes et les empereurs également, vous vous souvenez de ce que j'ai dit en début de séance, réduisent la description des faits à ce qui est strictement pertinent pour aborder la question juridique, qui seul intéresse les juristes. Et donc ce lien consubstantiel entre la description du cas d'espèce et la décision juridique est ce qui met en danger la valeur des livres des juristes en tant que document de la vie économique romaine. Une fois mis en lumière le principe, nous possédons une clé pour déchiffrer d'autres textes aussi qui portent sur les métiers des esclaves. Mais cette clé nous permettra aussi, je l'espère, de saisir une autre valeur des textes juridiques pour l'histoire économique, qui n'est pas celle directement du document, mais quand même de catégorisation de la vie économique romaine. Commençons par un passage d'Alphénus. Donc, il s'agit de textes juridiques que j'essaie de vous expliquer et d'analyser avec vous dans leur technicité, mais aussi comme document pour une histoire sociale de la Rome antique. Donc, c'est, comme je l'ai dit au début, un chemin plutôt difficile de s'effrayer parmi les textes, mais je suis sûr que vous appréciez le fait que vous pouvez vous-même contrôler ce que je vous propose comme interprétation dans le texte qui vous est montré. Alors, Alphénus, c'est un juriste de l'époque républicaine. Il a été consul en 39 avant Jésus-Christ, donc à l'époque des luttes entre Antoine et le futur Auguste. Un testateur, toujours un testament, a légué à quelqu'un tous les esclaves tisserands qui lui appartiendraient lors de sa mort. On a demandé si un esclave à qui son maître a fait quitter le métier de tisserand pour le faire travailler comme portier fait partie de ces legs. J'ai répondu
c'est le juriste Alphénus qui parle, j'ai répondu qu'il en fait partie, par la raison que son maître ne l'a pas fait passer d'un métier à un autre, mais qu'il l'a d'un art à un autre, mais qu'il l'a seulement employé d'une autre manière. Donc ici également, vous voyez la tripartition typique, le cas d'espèce, la question et la réponse. Il s'agit d'un legs ayant pour objet tous les esclaves tisserands qui appartiendraient au testateur au moment de sa mort. L'un d'eux, cependant, et c'est ça le petit caillou qui rend le développement de ce mécanisme un peu plus compliqué, le problème c'est que l'un d'eux, après avoir été formé comme tisserand, donc il appartenait à cette catégorie de tisserand, ensuite était destiné par les testateurs à être portier. Alphénus est appelé à se prononcer sur l'étendue du legs, c'est-à-dire si parmi les tisserands, il faut comprendre aussi les portiers. Donc, encore une fois, il faut se représenter la situation, toujours la même que nous avons déjà évoquée. Quelqu'un fait son testament, ensuite le testateur meurt, on ouvre le testament, on en lit les dispositions. Par exemple, que Titius a été institué héritier et que des legs ont été accordés à tel ou tel autre, comme dans ce cas. On va ensuite vérifier sur place, concrètement, les biens que le testateur a laissés. Et c'est là que naissent les difficultés, parce que les mots qui se trouvent dans le testament doivent suffire à organiser, à gouverner la réalité, mais cette dernière est beaucoup plus riche en nuances que ce que les mots réussissent à catégoriser. Alors, pour les tisserands, apparemment, il n'y a pas d'ambiguïté. Cette image n'est pas pourtant celle d'un tisserand, c'est plutôt le tressage de paniers, un art comparable. Alors, donc, pour identifier un tisserand, il n'y a pas d'ambiguïté, il s'agit de ceux qui ont été formés à cet art et qui l'ont exercé sous les ordres de leur maître. Mais cet esclave, qui était d'abord tisserand et qui après a été orienté, réutilisé comme portier, où devons-nous le situer? Alors, pour répondre à cette question, il faut toujours se placer dans la tête du testateur. Donc, se poser la question, qu'est-ce que le testateur, si on lui avait posé la question, aurait répondu? Donc, il faut comprendre quelle était sa volonté. Quel est le problème? Qu'il n'y a pas le testateur qui puisse être interrogé, il n'y a que le testament, il n'y a que des mots qui doivent être interprétés. Et la réponse, disons, le résultat de cette interprétation a bien des conséquences, car si on fait rentrer ce tisserand qui est devenu portier dans la catégorie des tisserands, on l'attribue au légataire. Si en revanche on le fait sortir, il restera à l'héritier. Donc vous voyez, toujours, ce n'est jamais, disons, quelque chose d'abstrait, ce n'est pas un jeu de mots, mais c'est une question qui a des conséquences économiques. La réponse d'Alphénus est claire. Pour les juristes, le terme tisserand indique un artificium, un art, dirions-nous, peut-être un métier, mais je préfère garder le mot art, car c'est plus proche du latin. Donc, une spécialisation professionnelle. En revanche, l'emploi de portier
c'est un simple office, non pas, il ne s'agit pas d'un art. Donc nous commençons à voir à l'œuvre une catégorisation antique du travail. Le cas inverse est considéré par Marcien, un juriste, lui, du IIIe siècle après Jésus-Christ, donc il y a presque 3 siècles entre le texte d'Alphénus et celui des Marciens, mais il y a ce présent dilaté qui permet aux juristes de dialoguer entre eux à une distance bien étendue. Alors, Marcien dit, si l'on fait passer un esclave d'un office à un art, quelques juristes pensent à bonne raison que le legs est éteint parce que la destination d'un esclave est changée par l'apprentissage d'un art. Il n'en est pas de même d'un esclave cuisinier qui a été fait ensuite porteur de litière. D'abord, une remarque stylistique, je pense que vous l'avez remarqué, ce passage n'est pas construit selon l'habituelle trépartition cas question-réponse. La raison en est simple, il provient d'un genre littéraire différent, il y a aussi des genres littéraires dans la littérature juridique romaine, il s'agit d'un manuel d'institution et non d'un recueil de consultations à des clients, comme c'était le cas pour Alphénus et aussi pour Paul. Alors, cela dit, le problème juridique est analogue à celui dont parlait le passage précédent d'Alphénus, seulement il est spéculaire, un miroir. Ici, nous avons un legs qui indique les esclaves, c'est leur office, donc leur emploi simple. Par exemple, portier. Imaginons que celui-ci est un portier, un hostiarius, qui regarde ce qui se passe sur une rue de Pompéi, début, près du seuil de la domus dont il était justement le gardien. Avant de mourir, toutefois, le testateur lui a fait apprendre un métier spécialisé, par exemple, justement celui de tisserand que nous avons vu dans le texte précédent. Alors, rentre-t-il encore dans la catégorie des portiers ou en est-il sorti? Vous vous souvenez du cas précédent, on disait le tisserand qui est devenu portier ne sort pas de la catégorie tisserand, et dans ce cas inverse, qu'est-ce qu'il en est? La réponse de Marcien est cohérente, la spécialité prévaut sur l'emploi générique. C'est la logique qui le conduit vers cette réponse, le spécifique prévaut sur les génériques, et aussi une sorte de sociologie du travail. Pour les Romains, il y avait des métiers spécialisés, fondés sur un art, et des emplois de simple exécution. Cela est confirmé par la fin du texte, où les juristes affirment que si en revanche celui qui exerçait un artifice tel qu'un porteur de litière, était ensuite appliqué à un autre art, celui du cuisinier, il ne perd pas la qualité de porteur de litière qui, en tant que de plus haut niveau et spécifique, demeure prévalente. Alors, ici nous avons un boulanger. Ici, ce n'est pas un porteur de litière, mais ça donne à peu près l'idée, ce sont plutôt c'est le transport du fumier. Alors, on pourrait s'en étonner que le porteur de litière soit considéré, disons, une spécialisation qui prévaut même sur celle de cuisinier. Mais cette sociologie du travail défendue par les juristes est confirmée par Sénèque le rhéteur, qui nous raconte une petite histoire de l'entourage d'Auguste concernant Timagène, un homme, un érudit, réduit en esclavage après la prise d'Alexandrie en 30 avant Jésus-Christ. Donc, Sénèque nous dit « Timagène était un homme à la parole piquante, trop libre, sans doute libre, la parole était libre, sans doute parce que durant beaucoup d'années, lui, Timagène, ne l'avait pas été lui-même. Timagène, devenu esclave cuisinier, des cuisiniers porteurs de litière, de ce poste il s'est élevé jusqu'à l'amitié de César, d'Auguste.
Mais il s'inquiétait si peu de ces deux conditions, celle où il se trouvait et celle où il s'était trouvé, que César, Auguste, irrité contre lui pour beaucoup de motifs, lui ayant interdit l'accès de sa maison, Timagène brûla toute l'histoire qu'il avait écrite des actions d'Auguste, comme pour lui interdire à son tour l'accès à son talent. Donc c'est un épisode du point de vue littéraire magnifique, parce qu'il y a toute une sorte de chiasme, d'inversion, de symétrie. Mais en gros, ce que nous en retenons, cette petite carrière de Timagène, cette ascension de cuisinier à porteur de litière à ami d'Auguste. Donc, porteur de litière, chauffeur, dirions-nous, est considéré comme un pas en avant par rapport à cuisinier. Pour conclure, lisons un passage toujours de Martien qui évoque la division du travail à l'intérieur des familles serviles. Si un esclave expert dans plusieurs arts et que les cuisiniers ont été légués à une personne, les tisserands à une autre, les porteurs de litière à une autre encore, on doit dire que cet esclave, expert dans plusieurs arts, appartient à celui à qui ont été légués les esclaves dont le métier était celui qu'il pratiquait le plus. Donc, perspective est toujours la même. Utiliser les mots du testament pour distinguer concrètement entre les esclaves laissés par les testateurs. Et ce texte développe un problème effleuré par le texte précédent. Et il y avait des esclaves qui exerçaient plus qu'un métier. Nous avons vu le porteur de litière qui devient cuisinier. Et c'est de ce fait qui naît le problème qui intéressait Martien en tant que juriste. Comment déterminer dans quelle catégorie faire entrer un esclave avec plusieurs spécialisations si son maître, dans le testament, avait légué chaque catégorie d'esclaves qualifiés par leur art à des personnes différentes. Donc, s'il y avait des esclaves qui avaient plusieurs métiers, plusieurs spécialisations, comment faire? La réponse de Martien est assez nette. L'esclave à plusieurs métiers sera agrégé à la catégorie dans laquelle il fournissait le plus souvent son travail auprès du défunt. Pourquoi est-ce qu'il répond? J'aimerais vous poser la question, mais j'essaie de vous répondre directement. C'est parce que ce que Martien était en train de faire, c'était de comprendre la volonté du défunt. Et donc, la volonté du défunt dans un cas complètement ambigu, parce qu'il y a un esclave qui appartient du point de vue de la qualification à deux catégories différentes. Donc, la volonté du testateur, on la comprend si on pense que si lui, il a appliqué un esclave qui avait deux spécialisations, surtout à une spécialisation, c'est qu'il le pensait sous cette catégorie. Donc c'est encore une fois question d'interprétation de la volonté du défunt. Donc on passe du mot de la catégorie à la pratique, parce que dans cette pratique, il y a aussi la façon, on trouve la façon dont le testateur pensait cet esclave. Peut-on aller au-delà de la question juridique, utiliser ce type de texte pour une histoire économique? C'est encore une autre question d'aujourd'hui. Sans peur de se tromper, on peut déduire de ce passage de Martien qu'il existait des familles serviles importantes au point de pouvoir être distribuées entre plusieurs légataires à la mort de propriétaires. On peut ajouter qu'à l'intérieur des familles étendues, c'est pratiqué soit en spécialisation de métier, soit en cumul des tâches pour un même esclave. Et on peut penser que ça a été surtout le cas lorsque les familles étaient plus nombreuses.
Donc la spécialisation était pratiquée où les familles, il y avait plus d'esclaves. Et vous savez, Cicéron raille le maître qui, avec mesquinerie, utilisait le même esclave comme serveur au banquet, comme portier recevant les invités à l'entrée. Mais, encore une fois, il s'agit de simples modèles désincarnés. Le texte de Martien ne nous dit rien sur la fréquence des familles serviles nombreuses dans la réalité, ni du rapport statistique avec celles moins amples ou très réduites. Revenons brièvement sur la question juridique à l'aide de ce schéma. Ce qui intéresse les juristes, savoir si le passage d'un emploi à l'autre implique un changement de définition de l'esclave, le faisant sortir ou pas de la catégorie que les testateurs avaient utilisée pour les legs. S'il apprend un art, oui, il change de catégorie, flèche verte. Si, ayant déjà un art, un métier, il est employé dans un office plus bas, il ne perd pas sa qualification, sa dénomination. Que pouvons-nous alors apprendre des textes des juristes? Je dirais que les juristes nous fournissent un lexique qui catégorise la réalité ancienne. Elle ne la décrit pas ponctuellement et la modélise. Cela ne doit pas nous étonner, car les juristes, pour pouvoir maîtriser les faits, les soumettre à un régime juridique, doivent en amont réduire ces faits à des noms, les styliser. C'est pourquoi nous pouvons tirer des livres des juristes la façon dont les Romains cataloguaient le monde. Pour conclure très brièvement, je vous propose un dernier approche, c'est ça l'objet de ce type de cours, de vous proposer la recherche en train de se faire, une autre approche possible aux sources juridiques, une approche qui les utilise non pas isolement, mais en série. C'est une approche qui a été proposée avec la plus grande finesse par Jean Landreau, avec des résultats importants, entre autres, grâce à l'étude de la série de textes juridiques relatifs au pécule des esclaves, il a pu montrer que l'usage n'était pas d'opérer des prélèvements réguliers sur les pécules, donc de faire de l'esclave une sorte de manager au service du maître. C'est l'idée, l'hypothèse envisagée par d'autres chercheurs, donc un maître envisagé presque comme un actionnaire d'une entreprise par le biais de ses esclaves. Mais donc cette idée d'utiliser les textes en série peut inciter à des applications ultérieures. Par exemple, à mon sens, on peut constituer un échantillon homogène et non biaisé de documents traitant d'une institution juridique déterminée pour ensuite observer à quelle situation concrète elle est corrélée dans le digeste dans les constitutions impériales. Alors, donc, la question est, est-ce que les textes dont le digeste, les juristes et les empereurs parlent, est-ce que ça répondait à des pratiques fréquentes? Est-ce qu'il y a, encore une fois, un lien entre ce que nous lisons dans les textes juridiques et la réalité? Alors, je vous propose ici l'exemple de la transaction. Alors, la transaction, dans son sens technique, est un contrat par lequel les parties, en se faisant des concessions réciproques, mettent fin à un litige déjà commencé ou préviennent un litige qui pourrait surgir entre eux. Donc la transaction, c'est un contrat qui met fin à un litige en route ou qui pourrait survenir. Alors, normalement, les historiens se questionnent autour du régime juridique de la transaction, mais aujourd'hui, l'approche que je propose tente au contraire à cette question.
rencontre-t-on des situations dans lesquelles les Romains des 2e et 3e siècles de notre ère recouraient plus fréquemment à la transaction. Donc, est-ce qu'il y a un lien entre le contexte et l'envie d'arriver à une transaction? Alors, pour dresser l'échantillon, parce que la question est de dresser un échantillon qui ne soit pas biaisé, donc j'ai pris un juriste actif à la fin du IIe siècle après Jésus-Christ, dont les 2 ouvrages, le Digeste et les Réponses, sont des recueils de réponses qu'il a données à des clients. Donc il s'agit d'un échantillon assez vaste et varié, mais que j'ai utilisé sans faire aucun tri, seulement j'ai prélevé tous les cas qui concernent une transaction. Donc il y a des milliers de cas, donc j'ai pris seulement ceux qui concernent la transaction. Et comme vous le verrez, je fais la même chose avec les constitutions impériales à peu près de la même période, même si un peu plus étendue. Alors, vous voyez dans ce tableau, d'abord les sources à gauche, à droite, vous voyez la matière du litige, donc dans quel contexte. Par exemple, ici, il s'agissait d'une question, d'une transaction à partir d'un cas de succession. Ici, un crédit, ici encore succession, achat, tutelle, succession, tutelle, division d'héritage, testament. Et ici, il s'agit des données qu'on peut tirer des textes concernant les parties. Donc, il s'agit d'un héritier, il s'agit de la mère du défunt, et ainsi de suite. Même chose pour les constitutions impériales. Vous voyez, il s'agit des constitutions en ordre chronologique. Je vous disais que l'échantillon est un peu chronologiquement plus étendu, mais il n'est pas biaisé lui non plus, parce qu'il s'agit de toutes les constitutions du Code de Justinien qui traitent de transactions dans ce titre. Le titre qui parle de la transaction, et d'autres où il y a par chance d'autres cas de transaction. Donc ce sont tous les exemples qu'on peut recueillir. Et vous voyez ici encore la matière, succession, curatelle, testament, curatelle, l'obligation alimentaire, et vous voyez ici les parties. Donc, nous pouvons en tirer une approximation quantitative. Les cas traités par le juriste concernent 6 fois des questions succession, 2 fois, donc la colonne droite, une tutelle, 2 des contrats, et dans 9 cas sur 10, les parties qui arrivent à une transaction étaient des héritiers. Donc, ils n'étaient pas les parties originaires d'une relation, comme s'il s'agissait par exemple d'un contrat, le débiteur et le créancier, mais il s'agissait toujours, d'une façon ou de l'autre, des successeurs, des héritiers. Et pour ce qui concerne les constitutions, le cadre n'est pas dramatiquement différent. 6 cas sur 13, la moitié, concernent des successions, 5 une tutelle, 1 obligation alimentaire et 1 une question contractuelle, dont l'une des parties est citée, ce qui est intéressant aussi. Donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Et nous arrivons aux conclusions.
les ressemblances entre ces deux séries sont suffisantes pour être significatives, c'est-à-dire pour être considérées comme représentatives d'une réalité entre fin du IIe siècle et la fin 268 après Jésus-Christ, donc à peu près 80 ans. L'image qui en ressort est que la transaction, donc l'idée de ne pas aller jusqu'au bout d'un litige, d'un procès, était plus fréquente dans des contextes de succession et de gestion tutélaire. Donc, par exemple, lorsque on demandait les comptes au tuteur. Et par contre, que c'était assez rare, c'était bien plus rare, lorsque les controverses originaires concernaient des rapports contractuels. Alors, ce n'est pas le cas d'essayer ici des évaluations quantitatives plus fines, qui resteraient toutefois très approximatives, mais on peut se dire que les litiges les plus fréquemment traités impliquaient des parties presque toujours liées par des rapports familiaux ou du moins personnels. Par exemple, héritiers légitimes et testamentaires, cohéritiers, tuteurs, curateurs et ceux qui les assistent. Et aussi que ce type de transaction concernait des situations patrimoniales assez complexes, à la limite qui portaient sur les patrimoines entiers. Par exemple, une succession, le patrimoine d'un pupille. Donc, il s'agissait aussi de questions d'une certaine importance. Je pense qu'il n'est pas hasardeux d'en tirer à contrario une autre inférence, à savoir que les controverses portant sur d'autres matières, par exemple contractuelles, étaient plus fréquemment résolues par la voie judiciaire. Et cette deuxième inférence nous donne un indice de l'effectivité du droit, c'est-à-dire du fait que dans la première moitié du IIIe siècle, les habitants de l'Empire avaient le choix de persister dans la voie judiciaire ou d'accéder à une transaction et qu'ils faisaient ce choix selon la matière sur laquelle portaient les litiges, selon les rapports entre les parties. Mais il ne s'agit que d'indices. Ce qui m'importait aujourd'hui était de parcourir avec vous la crête qui sépare les textes juridiques et les réalités historiques et de vous montrer qu'un usage trop direct et superficiel de ces textes en tant que document peut nous faire glisser dans le vide. En revanche, avec un peu de prudence, on peut voir de cette crête des beaux paysages antiques. Je vous remercie.